Bonjour chers motonautes, bienvenue à Séville dans l'extrême sud de l'Espagne où on est le 27 mars. L'été est arrivé, oui, il fait une trentaine de degrés et on a pu profiter de superbes conditions pour essayer une petite nouveauté 2023 chez Honda, petite comparée aux blockbusters que peuvent être la Hornet et la Transalp, précédemment testées sur MNC. C'est une petite nouveauté mais elle est très importante, elle est même vitale quelque part parce que c'est une moto qui va être destinée à mettre la botte au repose-pied des nouveaux motards, des permis A2 et qui seront donc des futurs propriétaires de Fireblade, de Goldwing, d'Africa Twin. Cette moto, elle intègre la famille des 500. C'est une famille qui est déjà assez nombreuse puisqu'on trouve en son sein la CB500F, le Roadster qui est vraiment le best-seller, la CB500X, version trail, la CBR 500R qui est le pendant sportif et la Rebelle CMX 500. Rebelle pourquoi? Parce qu'elle n'hésite pas à agiter un peu le milieu du custom. C'est vrai, elle est accompagnée d'une Vulcan Est de Kawasaki, des petits hommes verts qui ont débarqué sur la planète custom quelques années avant, mais la Rebelle c'est en ce moment la meilleure vente chez les petits customs, toutes marques confondues, rien que ça. En 2023, Honda nous présente donc une nouvelle moto, c'est le 5e mousquetaire, c'est pas Albert pour ceux qui connaîtraient le dessin animé des années 90, c'est un Scrambler. En fait son appellation exacte c'est la CL500 puisque ça reprend la nomenclature Honda des CL, la 72, la première qui était sortie en 1962, donc c'est un Scrambler que nous présente aujourd'hui Honda. C'est un Scrambler et donc elle reprend un petit peu les lignes, les codes de la CL72 pour la petite histoire. Donc en 62 lorsqu'elle est sortie j'avais 7 ans. Non attendez, non mon père avait 7 ans. Donc ça remonte à il y a une soixantaine d'années. À l'époque Honda qui cherchait à pénétrer le marché américain avait confié 2 motos. À l'origine il devait la confier au frère Ekins, Bud, qui est parti triompher pour une autre marque avec son pote Steve McQueen, et Dave donc, qui a hérité de la mission avec le fiston de la concession de Hollywood en Californie, qui a donc hérité de la mission de représenter le Scrambler japonais, de prouver ses capacités, sa fiabilité, et ils sont donc partis pour faire 1000 miles dans le désert américain. Ça a donné, oui, tout à fait, naissance à une compétition puisque ensuite les autres constructeurs se sont amusés à essayer de battre cette performance. Ils avaient mis 39 heures et 56 minutes, ils s'étaient paumés 6 heures dans le désert. Bref, c'était une sacrée expédition et les autres constructeurs avaient donc pris le pas et ça a donné naissance à la Baja 1000 qui est vraiment, qui a une grosse réputation outre-Atlantique. Mais assez parlé des motos des années 60-70, on va parler de cette nouvelle moto, la CL500, qui sort donc en 2023 chez Honda. C'est une moto, on le voit, qui a un look rétro et pourtant elle est très moderne puisqu'elle reprend, pour commencer, le bloc de 471 cm3 qu'on trouve donc sur les 4 autres CB et CMX 500 chez Honda. Le bloc est très proche en termes de mécanique, c'est exactement le même. Ils ont juste revu l'injection, ils ont revu l'admission, il y a une admission qui est un peu plus directe par rapport à la Rebelle. Il y a évidemment un pot qui a été revu non seulement esthétiquement, mais également au niveau acoustique, pour sonner un petit peu plus grave, pour avoir un aspect un petit peu plus bad boy, on va dire. Ça, ce sont des modifications sur la partie moteur véritablement. Ensuite, ils ont tout de même modifié la démultiplication finale afin que sur les 6 rapports que la boîte compte aujourd'hui, les accélérations et les reprises soient un petit peu plus péchues, c'est-à-dire qu'il y a une couronne de 41 dents sur la CL500 au lieu de 40 sur la CMX. Alors, à défaut de pouvoir vraiment utiliser les deux en même temps, on ne va pas noter une grande différence. Ce qu'on note en revanche, c'est qu'elle a de la pêche. Le moteur est très linéaire, il ne faut pas s'attendre à un foot de guerre ou quelque chose qui est très expressif. Il fait 46,6 chevaux, donc il est vraiment à la limite autorisé pour être accessible à tous les permis, à savoir permis A bien sûr, mais permis A2 qui sont bridés à 47,5. Donc il a un petit cheval de moins que ses frangins, ça se note pas vraiment, et il a un petit newton-mètre en plus, 43,4 newton-mètre à 6250 tours minute.
On note sur l'instrumentation, on y reviendra, mais dès à présent qu'il n'y a pas de contour. Et ça, pour les débutants, ça va peut-être être un petit peu pénalisant au début, en tout cas, parce qu'on aime bien savoir où on en est. On ne peut pas tout faire forcément à l'oreille, au ressenti. Certains aiment bien savoir s'ils sont dans la première moitié du compteur. La seconde, c'est un moteur, je l'ai dit, qui est assez linéaire. Donc, pour s'y retrouver, ça aurait été bien d'avoir un petit contour quand même. Ce moteur reprend la même technologie que les autres, c'est-à-dire qu'il dispose d'un contrebalancier qui est juste derrière les cylindres ici, qui permet de limiter vraiment au maximum les vibrations. C'est vrai que sur les bicylindres, ça peut vibrer, surtout là, il est calé à 180 degrés. C'est des termes un peu techniques, mais ça veut dire qu'il a un supplément d'âme, on va dire, par rapport à ceux qui sont calés à 360. Et donc, pour vraiment supprimer les vibrations, ils ont mis un contrebalancier. À l'utilisation, il n'y a guère que très haut dans les tours où ça vibre un petit peu dans les repose-pieds. On avait en plus cette version là qui est avec des repose-pieds un peu plus off-road. On le sent un petit peu entre les jambes, mais à une utilisation normale dans le gras du couple, on va dire autour de, à l'oreille et au ressenti, entre 3000 et 6000 tours minute, il n'y a vraiment aucune vibration. Il n'y a même pas de petite massotte au bout du guidon, il n'y en a pas eu besoin. Au niveau agrément et confort, le moteur, il est présent. Un petit mot au sujet de l'échappement, on l'a dit, il sonne bien, il sonne très bien même. C'est une constante, hein. C'est chez Honda dernièrement, que ce soit la Hornet, la Transalp, celle-ci aussi, ça a une belle sonorité. Il y a une double sortie à l'extérieur, il y a des tubes à l'intérieur qui servent à générer un son sympa. Ce qu'on a noté, ce qu'on a demandé en fait aux ingénieurs japonais qui étaient présents aujourd'hui, c'est pourquoi ils n'avaient pas fait une ligne vraiment sur le côté haute complètement pour reprendre véritablement le style et les codes d'origine. En fait, ils y ont pensé. Sur les premiers sketchs, il y avait des pots qui traçaient directement du cylindre jusqu'à la selle, qui passaient donc ici. Ça permettait de gagner un petit peu en garde au sol. C'est pour ça qu'à l'origine, dans les années 70, ils le faisaient d'ailleurs. Mais en fait, très vite, ils ont abandonné l'idée pour plusieurs raisons. Déjà, au niveau de l'accessibilité, il fallait garder une moto compacte, et c'est vrai que ce soit le réservoir, le moteur, le cadre, tout ça c'est très très fin, et mettre des collecteurs ici, ça aurait augmenté la taille. Ensuite, question chaleur, c'est vrai qu'il vaut mieux que les calories passent par le dessous. Ensuite, ça monte ici, si un passager, ça risque de chauffer un peu l'été, mais le pilote, lui, il est plutôt bien isolé à ce niveau-là. Et puis il y a le côté technique aussi, il y a des catalyseurs, il y a des sondes, tout ça, ça prend de la place, et donc c'est mieux de les mettre en dessous, c'est caché, on ne les voit pas trop, ça ne nous embête pas. Bon, finalement, là on a la plaque en métal brossé qui est super jolie, ajourée, on ne va pas faire les difficiles, franchement, c'est un bon résultat. Au final, la garde au sol mesure 155 mm, c'est 2,5 cm de moins que la CB500X. Donc si vous comptez faire de l'off-road ou vraiment monter sur des trottoirs sans aucun souci, là il faudra peut-être sélectionner la CB500X. La CL500, elle a 1 cm de plus que le Roadster. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. On va parler de la selle un petit peu. Alors la selle d'origine, elle se trouve à 790 mm, c'est 10 cm de plus que le custom. C'est une bonne chose à savoir pour les personnes qui sont petites et qui cherchent une petite moto. Là, la Rebelle, elle s'impose clairement. En revanche, celle-ci, avec 790 mm, on place les deux pieds de chaque côté sans souci dès qu'on mesure 1,70 m, à tel point que Honda propose une selle optionnelle un peu plus haute, beaucoup plus stylée. Elle est marron, elle a toujours le marquage Honda gaufré derrière. Ça, c'est la petite touche vintage. Et cette selle optionnelle, donc, elle mesure 3 cm de plus, donc c'est vrai que quand on est grand comme moi, on va pouvoir ouvrir légèrement les genoux, profiter d'une meilleure position au niveau des jambes pour des longs roulages. Et puis l'assise est un peu plus confortable, il y a un peu plus de maintien, ce qui fait qu'à la fin de la journée, on avait un peu moins mal aux fesses que les copains qui avaient la selle d'origine. Que ce soit au niveau du cadre, tubular en acier, ou de la boucle arrière qui est donc spécifique pour ce modèle-ci, qui permet également, on en parlera à la fin, des accessoires de poser un porte-paquet, voire un top case. Tout est en tube d'acier, y compris le bras oscillant. C'est mignon comme tout et c'est efficace. Honnêtement, il n'y a pas besoin d'un gros truc, il n'y a pas besoin de monobras. On ne se prend pas la tête, on a mis des tubes, c'est très joli, c'est très fonctionnel. Au niveau des suspensions, je l'ai évoqué tout à l'heure, le Scrambler ne loupe pas le coche puisqu'on trouve à l'avant une fourche conventionnelle certes, mais avec des petits soufflets, ça c'est pour le côté vintage,
qui compte un débattement de 150 mm. C'est exactement la même valeur que la CB500X, le trail plus routier, on va dire. 150 mm donc, qui permettent d'avoir un grand confort, que ce soit sur les sentiers, on l'a testé très brièvement, ou en ville, là on a pu vraiment en profiter, avec des dodanes qui sont absorbées vraiment de manière confortable. À l'arrière, même chose. Les combinés disposent d'un débattement de 145 mm, c'est 10 mm de plus que sur le trail et ça offre un confort vraiment très appréciable, que ce soit en urbain, périurbain ou sur les petits chemins. Ensuite, forcément, le revers de la médaille, c'est qu'en conduite un peu plus agressive, on va dire, pour ceux qui aiment faire des rides avec les copains qui disposent de roadsters sportifs, là, il va falloir sortir les rames un peu, dans le sens où il y a des transferts de masse qui sont vraiment importants et les suspensions n'étant pas réglables, bon, il y a la précharge à l'arrière, mais là c'est au niveau hydraulique qu'il faudrait à la rigueur intervenir si on voulait quelque chose de plus rigoureux. Mais ce qu'on note nous chez MNC, c'est que pour le boulot qu'on lui demande, c'est pas loin d'être parfait parce que c'est confortable, c'est plutôt rigoureux, c'est-à-dire que lorsqu'on intervient, que ce soit à la poignée des gaz, il n'y a pas beaucoup de chevaux, on l'a dit, mais ils sont bien maîtrisés. Et puis au niveau du freinage, on trouve un simple disque à l'avant, 310 mm, c'est un peu plus gros que sur la Rebelle qui fait 296. On s'attendait à quelque chose de plus mordant et finalement c'est pas trop mal parce que je disais au niveau de la fourche, il y a des transferts de charge. Donc lorsqu'on vient lécher le levier, on est content que ça ne plante pas non plus la machine. Dans les virages, il faut un peu de retenue, un peu de métier aussi, ça forme le motard à apprendre à rentrer bien en courbe avec de la vitesse sans trop casser. À savoir tout de même que lorsqu'on reprend un peu de frein avant en pleine courbe, la moto ne va pas tirer tout droit, il n'y a pas de souci. Il y a un bon côté aussi sur cette moto, c'est le frein arrière de 240 mm, simple piston, c'est double piston devant. Il n'y a qu'un petit piston derrière, mais qui est très dosable au niveau de la pédale. C'est plutôt bien pour les nouveaux permis, ça leur apprend à asseoir la moto lorsqu'ils ralentissent, que ce soit sur route ou surtout en ville. Quand il y a un passager derrière, c'est toujours plus appréciable et plus sympa pour lui de prendre du frein arrière. Et puis, pourquoi pas également en route, sans parler de piste évidemment, mais pour pouvoir regérer un petit peu ces trajectoires sans aller forcément planter le frein avant. Il y a un frein arrière qui répond présent aussi. En termes de maniement, c'est vraiment fastoche. Cette moto, elle pèse 192 kg, c'est un petit kilo de plus que la CB500F, donc pas grand chose. Et en revanche, elle a un guidon qui est plutôt large, relativement cintré, qu'on a bien en main. Il y a des poignées cross, ça paraît futile comme ça, mais aujourd'hui on avait vraiment des gants très légers et quand on monte sur la moto, on a la sensation de monter sur une moto différente. Et donc en termes de tenue de route, d'efficacité, d'agilité, vraiment c'est une bonne arme, on va dire, pour que ce soit de la route ou de la ville. À l'avant, on trouve une roue de 19 pouces, 110 par 80 au niveau du pneu. Et puis à l'arrière, c'est du 17 pouces, c'est du classique. Dans les années 60-70, il y avait 19 pouces à l'arrière aussi, mais aujourd'hui, c'est franchement pas utile. Il y a un pneu de 150 par 70, c'est comme sur la Transap. Donc en termes de maniabilité, vraiment, on a une très bonne moto. Elle est stable également. Au niveau du grip, il y a une chose d'origine, c'est du Dunlop Trailmax Mix Tour. On a eu une toute petite perte de grip sur une route qui était vraiment luisante, suintante presque, on a envie de dire. C'est vrai qu'on n'a pas été super raisonnable sur certaines portions, mais après, franchement, sur le reste du parcours, aucun souci. Le frein avant, on peut vraiment taper dedans sans que l'ABS n'intervienne trop tôt. Et puis le pneu arrière, bon, il n'a pas trop de travail, on s'en fait pas pour lui. Le réservoir, il dispose de petits pads ici qui sont plutôt agréables à la conduite, on l'a dit, ça isole des vibrations très haut dans les tours, mais c'est aussi sympa de l'avoir bien entre les cuisses. Et puis au niveau de la finesse, c'est assez remarquable. Alors du coup, il ne fait que 12 litres de contenance, mais avec un appétit vraiment de moineau, 3 litres 61 en moyenne d'après Honda, et d'après l'ordinateur de bord, à l'issue de notre essai de 190 km à peu près, on avait consommé a priori du 3 litres 7, et pourtant on n'a pas spécialement ménagé. Donc ça permet de pouvoir partir plus de 300 km avec un plein. Allez, dans les 333e, il faudra pousser un petit peu jusqu'à la station-service. Mais voilà, il y a une bonne autonomie malgré ce tout petit réservoir, n'ayez pas peur.
Petite particularité qu'elle en fait, elle détient du CMX Rebelle, c'est la clé de contact qui se trouve à gauche, qui oblige aussi d'avoir un Eman à droite. Donc tout ça, ça fait plus de serrure que d'habitude. Au niveau de l'instrumentation, Honda est allé au plus court, au plus simple, au plus rentable. Ils ont repris le boîtier de 10 cm de la Rebelle avec les informations principales qui sont la vitesse bien sûr, les témoins de rapport engagés, la jauge essence, 2 tripes avec chacun leur consommation. On l'a dit, il y a une horloge aussi, on l'a dit, le seul manque vraiment c'est le contour pour les débutants à la rigueur, pour qu'ils sachent un peu où ils en sont avec ce moteur très linéaire, pas super expressif. Mais globalement, c'est du bon matos. Il faudra tout de même demander au concessionnaire de mettre le contraste au maximum. Il y a une petite manip à faire parce que sans ça, c'est vrai que les écritures blanches sur fond noir avec un grand soleil, ça peut être difficile de les lire si le contraste n'est pas réglé au maxi. L'éclairage, il est à l'ancienne dans le sens où les formes sont toutes arrondies. Devant, il y a un optique avec 4 lentilles. D'après Honda, ça lui donne un look distinctif, mais nous, on trouve quand même que ça ressemble beaucoup à la Rebelle. Derrière, il y a un feu donc, qui est relativement arrondi aussi. Il y a les clignots qui sont en plastique. Ça, on aurait peut-être aimé un peu de métal, pourquoi pas un peu de chrome. Il y a 2 touches de chrome ici. Ils ont été un petit peu timides là-dessus, mais bon, il y a peut-être des versions qui arriveront bientôt, des accessoires qui permettront de la faire un petit peu plus rutilante, on va dire. Au niveau des clignots aussi, particularité de Honda, sécurité avant tout. Lors des gros freinages, quand on pile, les feux de détresse s'allument automatiquement et ils s'éteignent aussi lorsque le danger est a priori écarté. C'est une moto qui s'adresse, selon Honda, à une clientèle jeune. Et on le sait, les jeunes aiment bien personnaliser tout ce qu'ils possèdent, surtout les motos. Donc Honda y a pensé, forcément. Chez Motonet, on apprécie particulièrement le pack d'accessoires style qui inclut donc la selle, plus haute et plus stylée, la petite casquette devant. Alors elle est blanche, malheureusement elle n'est pas assortie au réservoir, ça c'est franchement dommage. Et puis il y a aussi les liserés de roues qui lui donnent un petit look plus sympa. À savoir que pour l'instant, les jantes à rayons ne sont pas prévues. Ça n'a pas été prévu non plus d'origine pour des questions notamment de coût et puis pour pouvoir maintenir des gommes tubeless, ce qui est plus simple à utilisation tout de même. Il existe un deuxième pack qu'on trouve également sur cette moto, c'est le pack Adventure avec les protège-mains, blanc toujours, le garde-boue haut. Alors ça lui donne du coup après un petit look de Playmobil qui n'est pas déplaisant honnêtement, mais c'est vrai qu'on aurait peut-être aimé pouvoir assortir ces pièces-là au réservoir. On trouve aussi les repose-pieds off-road qui sont vraiment top en termes de grip. À savoir que sur la version d'origine, il y a des repose-pieds qui sont garnis de caoutchouc. Bon, honnêtement, on ne comprend pas trop parce que la moto ne vibre pas, donc ce n'était pas forcément obligatoire de mettre du caoutchouc sur la version d'origine. J'allais oublier bien sûr la plaque numéro qui est quasiment indispensable, on va dire, sur ce type de moto. Vous pourrez mettre votre logo, votre numéro de course fétiche. Il est blanc aussi. Du coup, bon, si on sélectionne toutes les pièces, finalement, ça lui donne un petit peu d'homogénéité et ça passe. Ce qu'on aurait aimé à la rigueur, c'est pouvoir avoir d'autres touches blanches comme les ressorts. Ils ne seront peut-être pas très nombreux à vouloir partir loin avec cette moto, mais il y a un pack Travel qui inclut un petit sac de 14 litres sur le côté. Il y a les poignées chauffantes aussi, l'hiver ça pourrait être intéressant. On trouve aussi dans ce pack-là une prise 12 volts, donc qui servira naturellement à brancher le GPS, mais alors on n'a pas pigé pour une moto de jeunes, mettre une prise cigare au lieu d'une prise USB. Là franchement, il faut revoir avec les fournisseurs Honda à mettre une vraie prise USB type C comme tout le monde, non? En plus de la plaque numéro, vous pouvez aussi en accessoire, en dehors des packs, sélectionner un porte-bagages qui servira également de support de top case, le top case qui contient 38 litres. Un autre accessoire qui viendra peut-être mais qui manque pour l'instant à l'appel, c'est le sabot moteur. C'est dommage qu'on ne puisse pas trouver ça. C'est pareil, une petite protection au niveau du radiateur, ça n'aurait pas fait de mal. Ça viendra peut-être à l'avenir. Et puis il faut surveiller aussi ce que font les accessoiristes.
Cette moto sera disponible très prochainement, elle est en train d'arriver par bateau en France, au tarif de 6 999 €, 7000 balles. Le bon point, c'est au niveau des coloris, parce qu'il y en a vraiment pour tout le monde. Il y a un coloris noir qui est très sobre, qui est vraiment passe-partout. Il y a ce coloris vert un peu olive là, qui est sympa aussi, qui se marie bien avec la selle marron. Et puis il y a des coloris plus péchus. Nous aujourd'hui on a roulé avec le modèle bleu des mers du Sud paraît-il. Et puis il y a le coloris orange, vraiment très vitaminé, peut-être un peu trop selon les goûts, mais ça a le mérite d'être là. Les personnes qui veulent vraiment se démarquer peuvent le faire avec ce coloris là. Le tarif, eh ben, il n'est pas aussi agressif que celui de la Hornet ou de la Transat. Le tarif, il n'est pas aussi agressif que celui de la Hornet ou celui de la Transalp. Pourquoi? Parce que en fait, cette moto arrive dans une niche où il n'y a pas beaucoup de concurrence. Oui, il y a des Benelli, des Fantic, des Mash, mais en termes d'image, en termes de réseau, en termes de garantie aussi, cette moto elle est garantie 5 ans. Honda a les moyens de faire valoir donc un prix un petit peu plus haut que la concurrence, 7000 au lieu de 6003, 6005 selon les modèles, les Leoncino, les Caballero, les Mash 500. Donc c'est peut-être le plus gros point faible qu'on pourrait lui trouver, c'est son placement tarifaire parce qu'elle est au même prix que la Rebelle et surtout comparée au Roadster moderne CB500F, elle est 200 € plus chère et pourtant depuis 2022 la CB500F elle dispose d'un équipement un peu plus valorisant, notamment au niveau du train avant. Il y a une fourche inversée Showa SFF Big Piston, il y a des étriers Nissin comme sur celle-ci mais ils sont à fixation radiale, donc ça a un petit côté un peu plus sportif, un peu plus moderne. Bon, en même temps la CL500 elle lui oppose un look vraiment très 70s, très vintage. C'est à vous de choisir maintenant. Voilà ce qu'on pouvait dire de cet essai sur place. On vous donne rendez-vous sur motonet.com pour le compte rendu, la fiche technique bien sûr. A plus et bonne route. Ok.